Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la théorie du cerveau triunique de Bach-Lin. Cette théorie repose sur l'hypothèse d'une évolution du cerveau en plusieurs phases qui correspondent à l'apparition sur Terre des différentes classes phylogénétiques d'animaux. Ainsi, vont apparaître au cours de l'évolution, au cours du temps, progressivement, le cerveau reptilien, ici qu'on pourrait aussi appeler cerveau instinctif, puis le cerveau limbique ou cerveau émotionnel, et enfin le néocortex ou cortex cerveau cartésien. Ces trois cerveaux ont des compétences spécifiques et différentes, mais tous les trois tendent vers un seul but, nous maintenir en sécurité à l'intérieur de nous-mêmes par l'homéostasie, le fait de maintenir, de réguler notre corps pour qu'il soit toujours à la même température, réguler notre rythme cardiaque, etc., mais aussi à l'extérieur, grâce à nos capacités d'adaptation. Alors, le cerveau reptilien est situé dans le tronc cérébral. Il centralise toutes les grandes fonctions vitales comme le rythme cardiaque, la respiration ou la température. Il est le siège de comportements instinctuels, instinctifs, nécessaires à la survie, les comportements de défense du système fuite, combat, figement ou inhibition que l'on verra plus en détail dans la vidéo, qu'on a vu exactement dans la vidéo consacrée aux trois programmes de réaction au stress. Ce système de défense, il est géré par une toute petite région que l'on appelle le PAG, ou la PAG d'ailleurs, je ne sais pas, qui est la substance grise périaque-ducale. Le choix entre ces trois options, fuite, combat, figement ou inhibition, n'est pas conscient. Ils sont orchestrés de manière instinctuelle par l'action conjointe des cerveaux limbiques et reptiliens. Dans la PAG, on distingue deux parties. Une partie dorsolatérale qui est responsable de la fuite ou du combat, qui est associée au système sympathique ou orthosympathique, et une partie ventrolatérale responsable du figement ou de l'inhibition associée au système parasympathique. Et on l'a vu, c'est ce qu'on appelle le nerf vague. Le cerveau limbique, quant à lui, est plus récent sur l'échelle de l'évolution, environ 60 millions d'années, et il existe chez tous les mammifères. Il est le siège principal des comportements émotionnels et de la mémoire. Il est constitué, entre autres, de l'hypothalamus, qui relie le système nerveux autonome et le système endocrinien, des amygdales et de l'hippocampe. Ces trois éléments sont en bleu turquoise sur le dessin. Les amygdales, elles permettent d'attribuer une signification émotionnelle aux expériences que nous vivons. Leur fonction essentielle est de décoder tout ce qui pourrait être menaçant et c'est la raison pour laquelle on les appelle aussi le centre de la peur. L'hippocampe, elle, est une région qui joue un rôle crucial dans la mémoire. Le néocortex, et plus particulièrement le cortex préfrontal, en bleu clair sur le schéma, est le propre de l'homme. C'est chez l'homme qu'il est le plus développé. Il permet l'élaboration de processus cognitifs complexes tels que le langage, le raisonnement, la pensée abstraite. Il reçoit toutes les informations cérébrales et va traiter toutes les informations sensorielles. C'est grâce à lui que l'on va accéder à une représentation du monde extérieur. C'est aussi grâce à lui qu'on va accéder à notre monde intérieur car il est connecté au cerveau limbique. Donc, le cortex préfrontal, il est impliqué dans les phénomènes de pleine conscience, dans le sentiment et la représentation de soi et dans notre relation à l'autre. En temps normal, ces trois cerveaux communiquent entre eux, ce qui permet une régulation émotionnelle efficace. C'est un processus quotidien dont une partie se passe hors de notre champ de conscience. Ainsi, si on prend un exemple, quand j'ai peur et que la régulation se fait, qu'est-ce qui se passe? Par exemple, imaginons, je me promène et je croise ce que je prends pour un serpent. Je m'arrête, je ressens la peur car mon amygdale a repéré le danger, bien avant le cortex d'ailleurs, et elle dit au cerveau reptilien, on s'arrête car c'est potentiellement dangereux. Puis, si finalement je réalise que c'est un bâton, parce que mon cortex a intégré les données qui l'amènent à cette conclusion, il va dire à l'amygdale, OK, pas de risque, et l'amygdale va alors s'apaiser.
Mais si c'est bien un serpent, le cortex va renforcer l'activité de l'amygdale et maintenir les réponses corporelles. Il va dire merci et se mettre en dehors de tout ça. Et ce sont alors les cerveaux limbiques et reptiliens qui vont prendre les commandes et adopter les réponses instinctuelles avec le fameux système fuite, lutte, figement. Donc en temps normal, c'est le cortex qui régule l'activité de l'amygdale. Mais quand la peur n'est pas régulée, par exemple en situation de psychotraumatisme, ces trois cerveaux ne communiquent plus entre eux. Il n'y a plus d'informations qui passent et le cortex ne peut plus rien réguler. En résumé, en temps normal, le cortex préfrontal inhibe les réponses instinctuelles. En cas de danger, cette hiérarchie, à savoir que le cortex préfrontal domine normalement les deux autres cerveaux, va s'inverser et laisser place à des réponses instinctuelles qui visent à assurer notre survie. Cette inversion est momentanée et durera le temps nécessaire pour gérer le danger. On peut donc dire qu'elle est normale. Une fois le danger écarté, le cortex reprend son rôle en ayant intégré l'expérience, c'est-à-dire les dimensions cognitives, émotionnelles et sensorimotrices. La capacité à revenir à une organisation hiérarchique cérébrale, entre guillemets, normale après un danger, dépend chez le tout petit de la capacité de l'adulte qui en a la charge de le rassurer. Ainsi, la qualité de l'attachement, c'est-à-dire de la relation qui va s'instaurer entre le petit enfant et la personne qui s'occupe de lui, va venir modeler le cerveau, les circuits neuronaux immatures qui, plus tard, vont prédéfinir notre capacité à affronter des événements difficiles. On pourrait parler de capacité de résilience. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler justement de corégulation et de théorie de l'attachement. Si vous souhaitez continuer à me suivre, vous pouvez aller sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram et Facebook. Si d'autres vidéos vous intéressent, vous pouvez me retrouver sur YouTube. Sur YouTube, j'ai également quelques podcasts que vous retrouverez également sur Spotify. Deux saisons, une qui porte sur la vulnérabilité, l'autre sur l'estime de soi et la relation d'emprise. Si vous souhaitez vous former à l'estime de soi, je propose également sur Teacheasy une formation en distanciel consacrée à l'estime de soi. Tous les liens sont en dessous de la vidéo. Et puis, j'ai également remis ici les différents ouvrages que j'ai écrits, dont le dernier qui porte sur les émotions. Vous avez enfin mes coordonnées ici si vous souhaitez prendre contact avec moi. Merci pour votre attention. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Merci beaucoup à tous et excellente journée. Au revoir.